Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 438e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Anne-Solange Muys pour Écume d'hiver aux éditions Phébus qui est sorti il y a une petite semaine et son éditrice Marie-Eugène, qu'on connaît bien, qui dirige la collection, la collection française des éditions Phébus. Tu me corriges si le rôle a changé ou pas. Bienvenue à toutes les deux. Merci beaucoup, Anthony. Bonsoir. Alors certains livres se lisent comme on franchit un seuil, non pas celui d'une intrigue qui promet ses rebondissements, mais celui plutôt d'un paysage qui lentement consent à se laisser regarder. Écume d'hiver appartient à cette famille exigeante de récits où la littérature ne cherche pas à dominer le monde, mais à s'accorder à son rythme. Le roman nous conduit vers un territoire presque périphérique dans notre imaginaire littéraire, l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Une terre étroite, vantée, posée dans l'Atlantique Nord comme une phrase inachevée au bord du continent. Là-bas, les saisons n'ont rien d'anecdotique, elles façonnent les gestes, les tempéraments et la manière même de se tenir dans l'existence. C'est vers ce territoire que revient Johann. Mais ce retour n'a rien d'un simple déplacement géographique, il ressemble plutôt à une lente descente dans une mémoire qui n'a jamais cessé de travailler en silence. Car au cœur de ce retour se tient une absence, presque une cavité, la disparition du père, Jean, englouti par la mère des années plus tôt. Cette disparition ne donne pas lieu à une enquête, mais agit plutôt comme un centre gravitationnel autour duquel se réorganisent les souvenirs, les regards et les gestes les plus ordinaires. Et c'est là que le roman déploie sa singularité, car Écume d'hiver ne progresse pas par accumulation d'événements, il avance par touches successives, par fragments sensibles, comme si la narration se construisait dans la lente révélation d'un paysage intérieur. Une marche dans la neige, un filet que l'on répare, une barque qui s'éloigne sur une mer mate, et peu à peu le lecteur comprend que ce roman ne raconte pas seulement une histoire familiale, mais interroge plus profondément la relation mystérieuse qui unit les êtres au lieu qu'ils habitent. Ce n'est pas un hasard. Si Anne Solange Muys est géographe, dans son écriture, les territoires ne servent pas de décor, ils deviennent des matrices d'existence, des espaces où se déposent les strates de la mémoire et du temps. Ainsi, l'île de Miquelon-Langlade ne se contente pas d'accueillir les personnages, elle les façonne, les contraint, les accompagne, elle leur rappelle avec la discrétion obstinée des paysages anciens que les vies humaines passent souvent plus vite que les marées. Et peut-être est-ce là, au fond, l'hypothèse silencieuse de ce roman, que certains lieux possèdent une mémoire plus vaste que celle de ceux qui les traversent. Alors ce soir, Anne Solange, nous allons parler d'un retour, d'une disparition, d'une île battue par les vents, mais surtout nous allons tenter de comprendre comment la littérature peut transformer un territoire en expérience sensible et comment un paysage peut devenir, à force d'écriture, une véritable chambre d'écho pour les vies humaines. Car il arrive qu'un livre ne nous raconte pas seulement une histoire, mais qu'il nous apprenne à regarder autrement ce qui nous entoure et parfois à reconnaître qu'un lieu que nous croyons lointain est déjà, d'une certaine manière, en train de nous habiter. Bonsoir à nouveau, Anne-Solange et Marie. Ah, c'est magnifique, Anthony. Je me permets de le dire. C'est très beau de le dire comme ça. Merci. Merci. Alors, on va commencer par une légère biographie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de cette biographie et quand on vous lit, on comprend finalement comment vous vous êtes construite en tant que romancière. Vous êtes d'un côté la petite fille du docteur Michel Pistor, inventeur de la mésothérapie, et du peintre hollandais Albert Muys. Rien que ça, déjà, ça pose aussi un décor, ça pose aussi un héritage et aussi une manière d'écrire. On reconnaît directement la peinture à travers votre écriture et on reconnaît de l'autre côté aussi peut-être la question de la guérison à travers l'écriture. Vous allez peut-être nous en parler. J'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à l'écriture, à la littérature. Qu'est-ce qui a fait que vous écrivez aujourd'hui Écume d'hiver? Ah, c'est une très bonne question. Alors déjà, bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette invitation, Anthony. Et puis pour répondre à la question, effectivement, oui, c'est très juste. Il y a la première fois que je me suis mise à écrire, c'était il y a plusieurs années maintenant, plus peut-être 15 ans, je dirais, mais de façon d'abord naïve et très personnelle, et pour me réparer en effet d'une rupture que je vivais à l'époque. Et puis voilà, de fil en aiguille, finalement, j'ai fini par vraiment me mettre à écrire parce que ça a déclenché chez moi un véritable voyage et ça rejoint la géographie. Donc,
l'un comme l'autre, finalement, ça répare, mais ça fait voyager aussi. Et ça nourrit énormément d'écrire. Et pourquoi j'ai écrit Écume d'hiver? Parce que, en réalité, je suis arrivée à Miquelon il y a 4 ans pour des raisons professionnelles. Et je continue d'ailleurs à aller sur ce territoire pour des raisons professionnelles et c'est tout à fait génial de pouvoir le faire. Mais je suis tombée amoureuse de cette île, vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu un coup de cœur que j'imaginais pas parce que je m'étais attendue à trouver une terre finalement. Enfin, finalement, je ne savais pas ce que j'allais trouver à Miquelon. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'y suis arrivée, je me suis sentie, il y a eu un écho tout de suite, une résonance avec ma sensibilité. Et je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie très accueillie par les gens. Et puis le paysage qui a donc que je décris dans le roman, mais qui ressemble à la fois au Grand Nord canadien, mais avec aussi des, je pense qu'on peut trouver des échos aussi en Écosse ou sur les îles bretonnes. En fait, voilà, c'est un petit mélange à la fois de choses que j'aime et que je connais. Et voilà, je me suis sentie vraiment chez moi, quoi. Donc, je me suis dit, bah, il fallait que je fasse découvrir ce lieu unique en France à d'autres aussi, à travers j'allais dire la peinture, mais à travers l'écriture, effectivement, picturale peut-être, mais Par rapport justement à votre profession de géographe, dont on va reparler aussi tout à l'heure à travers le prisme de la littérature, mais vous avez fait partie de cette équipe de maîtrise d'œuvre urbaine qui accompagnait justement la commune de Miquelon-Langlade sur la relocalisation du village de Miquelon à Saint-Pierre-de-Miquelon. Il y a beaucoup de Miquelon là pour le coup, désolé, mais face au risque de submersion. Et c'est apparemment un exemple unique en France d'adaptation au changement climatique par oui, anticipation. Et ça oui, aussi, même si ce n'est pas le sujet du livre, et il apparaît en contre-champ finalement, ce changement climatique, il y a quelques petites bribes qui montrent en effet que l'île est sujet à ce changement climatique, mais ça dit aussi beaucoup de choses. Pourquoi vous n'êtes pas parti sur ce côté écologique, puisque vous êtes aussi oui. engagé de manière écologique, pourquoi vous n'êtes pas parti sur ce changement climatique de manière directe? Vous auriez eu tellement les armes aussi pour le faire. Mais au contraire, vous avez choisi de privilégier finalement les personnages dont on va reparler tout à l'heure. Oui, il y a eu plusieurs raisons pour ça. C'est que la première raison, c'est que finalement, je travaille toujours sur Miquelon et que c'est compliqué quand même finalement de parler d'un projet en cours sans avoir vraiment de recul sur ce projet-là. Je pense que je pourrais l'aborder de façon littéraire, mais dans des années, et quand je ne travaillerai plus sur le territoire, quand je ne serai plus non plus au contact direct des habitants. Et puis, ce qui m'a touchée sur cette île, c'est pas le projet en tant que lui-même, même si j'adore ce projet et j'adore travailler dessus. Puis d'ailleurs, je me permets l'aparté, c'est que Laurent Pinon, qui est connecté là ce soir, est le mandataire de ce projet. Donc, si jamais il y avait des questions, on pourrait aussi le faire intervenir sur ce sujet. Mais c'est pas tant en fait le projet qui m'a touchée sur cette île que leur histoire, leur identité, leur culture que je ne connaissais pas. Moi, en réalité, je connaissais Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que géographe. Je pense comme beaucoup de Français. On connaît l'archipel, on en a toujours entendu parler dans je dirais à l'école au moins, et puis on sait à peu près, oui, la pêche à la morue, Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, je pense qu'on a à peu près ces références-là, mais c'est presque tout finalement. Or, ça fait vraiment partie de l'histoire de la France. Moi, je l'ai découvert assez tardivement et je me suis rendu compte que ça faisait partie aussi de mon identité en fait, en tant que Française. Et ça fait partie aussi de ma culture et je me suis dit que voilà, c'était dommage de passer à côté d'abord de cette histoire. Peut-être qu'un jour, ça fera l'objet d'un autre roman, mais je crois que c'est difficile de joindre la création et le professionnel quand même. Alors j'aimerais qu'on demande à Marie-Eugène justement, puisque je crois que Marie, il me semble en 2024 que tu étais déjà l'éditrice d'Anne Solange, mais je ne sais pas si tu as travaillé sur le texte avec le premier texte, le premier roman Une île pour elle ou pas, tu vas nous le dire, j'ai un doute sur les dates. Euh, Non, et ouais, il me pardon, semblait pas. Ouais. j'ai Euh, coupé, pardon. mais tu es maintenant Euh, la nouvelle éditrice d'Anne oui, Solange pour Écume d'hiver. Alors j'aimerais que tu nous parles de ce texte-là, de la manière dont tu l'as envisagé. Est-ce que vous avez travaillé ensemble sur certains aspects, sur le développement de certains personnages également, l'amplitude peut-être de l'absence de gens dont on reparlera tout à l'heure.
sur quoi ou sur quels éléments vous avez pu travailler et enrichir le texte? Solange, est-ce que tu me permets, sans entrer dans les détails, de donner les grandes lignes? Ah oui, au contraire aussi, Marie. Oui. Mm. En fait, alors je suis arrivée en fin mars 2024 et le premier roman de Solange sortait à ce moment-là. Il sortait tout début avril. Donc j'ai pu la découvrir à cette époque-là, aimer le premier. Je l'ai accompagnée sans accompagner parce que je venais d'arriver. Donc pour Anne Solange, c'était une drôle de période, je pense, quand même, on peut le dire. Mais on a eu une rencontre, voilà, qui s'est faite. Là, je parle que pour moi parce que je veux pas m'avancer pour Anne Solange, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour le livre, pour Anne Solange, pour son univers, pour ce qu'elle propose. Et puis, il est arrivé donc ce deuxième livre. Et je dirais que dans les grandes lignes, ce qu'on a beaucoup travaillé, j'ai l'impression que c'était un peu au global. Je pense qu'Anne Solange, comme elle a vraiment une écriture très poétique. Moi, j'ai l'impression de lire par moments, c'est un roman, mais ça se lit, tu le disais, par touches et couches successives, comme une peinture. Et je sais pas pourquoi, je vois une influence japonaise quasiment, avec une épure, quelque chose de très simple, avec presque des maximes parfois qui sont très très subtiles, qu'on voit au détour d'une phrase. Les très peu de dialogues sont magnifiques entre Michel et son neveu. Et bref, très Ils sont rapidement, d'ailleurs mis en exergue sur une page en entière, comme pour laisser une sorte de vide entre les mots. sublime. Non mais vraiment, c'est très beau. Et en plus, il y a une façon de parler très, très particulière, etc., propre aussi à l'île, à la solitude. Et en fait, je dirais que de manière générale, le conseil, en tout cas ce que j'ai vu quand j'ai lu les premières versions, la première version, je me suis dit, Anne Solange, comme pas mal d'auteurs, je pense que elle avait une fébrilité liée au deuxième livre, et de se dire, le premier, c'est souvent un livre qui est très proche de nous, de soi. Et le deuxième, elle a quand même cet apport incroyable, cette expérience de géographe liée à ce territoire notamment. Et je pense qu'elle se disait, il faut que j'écrive un roman, un roman, un roman, un roman. Et presque en oubliant au démarrage que bah elle avait une vision folle de cette île et qu'il valait mieux rester au plus proche de soi, euh, autour de ces hommes quand même. C'est un roman dans lequel on voit évoluer des personnages masculins, très solitaires. Quand les femmes sont abordées, vous verrez, enfin je veux pas trop dévoiler, mais c'est par un autre biais, etc. Et mon conseil, c'était de lui dire, va vers ça, ne tente peut-être, enfin ne te dis pas qu'il faut que ce soit le roman avec plein de rebondissements, etc. On n'attend pas ça. On veut la beauté des mots et de cette île. Vraiment, on veut ça. Et je pense que, après, on a travaillé le texte comme on fait avec tous les textes, mais c'était ça le conseil, je dirais. Voilà. Mais il y avait déjà tout, hein. Mais voilà, c'était ça. Et c'est vrai, si je peux me permettre d'ajouter, effectivement, j'avais proposé une autre version au départ à Marie, qui pour le coup était plus écologique, puisqu'on avait cette vague submersive qui venait un peu en finale régler le problème des hommes, un peu comme la nature divine qui viendrait punir les actions de l'homme. Et en fait, Marie a lu cette version, et puis d'ailleurs, j'étais pas très convaincue moi-même, et Marie me dit non, ça c'est pas, c'est pas terrible. Et elle me donne le conseil suivant, elle me dit reste toi-même, ne va pas, n'essaye pas en fait d'aller sur des terrains finalement sur lesquels t'es pas très à l'aise et ça se sent. Écris ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu voilà. Et en fait, j'ai suivi ce conseil et je pense que c'était le bon conseil à me donner en vrai. Et donc j'ai fait Écume d'hiver, qui est la deuxième version. Mais c'est vrai que c'est passé quand même par une version poubelle. Oh, elle est... Non, là, t'es... Elle a été poubelle. Mais c'est pas grave, il faut accepter de renoncer quand on écrit. Ça fait partie du jeu et ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, la preuve en est, c'est voilà, ce livre existe aujourd'hui. Donc, Ouais, puis il a mis dans la maison, en tout cas, c'est important, là, on n'en parle pas assez, mais toutes les strates éditoriales, toutes les personnes qui vont travailler sur le texte, il a mis tout le monde d'accord. Il y a une vraie beauté dans ce texte et ça fait plaisir parce que là, le démarrage se passe bien et il y a vraiment un bel accueil. Voilà. Alors, sur cette histoire de géographie, je me suis posé la question de la construction du texte
On parlait tout à l'heure de peinture, de tableaux. C'est vrai que les chapitres ressemblent à des sortes de mini-tableaux. Visuellement, c'est extrêmement beau. Tous les sens sont évoqués, toutes les émotions de la nature sont évoquées, et pas les émotions humaines d'ailleurs. Il y a une sorte de différence. Les émotions humaines sont peut-être un petit peu en retrait par rapport à celles de la nature. Mais votre travail de géographe, comment il influe votre écriture? Je me suis posé la question si vous écriviez sous forme de carte géographique. Il y a une carte d'entrée de jeu qui nous resitue Saint-Pierre-et-Miquelon aussi dans l'espace de ces îles séparées également, qui nous montre à quel point c'est une zone extrêmement à la fois dangereuse et à la fois extrêmement belle. Mais comment vous construisez un roman? Mm. Parce que le premier, il était déjà sur une île. Oui. Donc on sent que vous allez creuser aussi ce sillon-là, un petit peu, peut-être, je pense aussi à Marie Cosnay pour le coup, mais comment on crée quand on est géographe un roman? Quand on est peintre, on l'imagine par petites touches, mais quand on est géographe, est-ce que ça change pas la géographie, mais la structure même des mots, la structure même des entités? Ouais, c'est vraiment une bonne question. En fait, quand on est géographe, on apprend à regarder le monde. Ça, c'est vraiment je pense que si on devait me demander une définition de la géographie, c'est comme ça que je la définirais. On apprend à regarder le monde. Et donc, nos yeux sont nos outils principaux. Et de fait, on doit tout décrire. La géographie a des mots de vocabulaire d'ailleurs pour toute forme de paysage. Et pour tout, pour l'habitat, pour la nature, pour la météo, pour tout. Et donc, bon, il s'agissait pas de faire un livre de géographie, hein, c'était pas ça le but, mais dans ce livre-là, dans ce roman, je me suis autorisée, d'ailleurs, ça a été vraiment à un moment donné une question qu'on s'est posée avec Marie, c'est-à-dire, est-ce qu'on garde ce vocabulaire? Est-ce qu'on le laisse? Il y a du vocabulaire maritime aussi, mais qui pourrait être presque un peu technique. Et moi, je tiens vraiment, ça me tient à cœur de laisser ces mots de géographie, par exemple, pouloir et musier, enfin, qui sont bon, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais ce sont vraiment du vocabulaire géographique. Je pense que tel que c'est décrit dans le livre, on le comprend tout à fait. Mais voilà, il y a des mots comme ça qui ne sont pas des mots courants dans la littérature, qui sont plutôt des mots techniques. Mais je me suis un peu autorisé ça parce que moi, j'ai été beaucoup inspirée plus jeune par Élisée Reclus, par la plume d'Élisée Reclus, qu'on disait d'ailleurs, hein, poète géographe. Et je suis probablement arrivée à la géographie grâce en partie à Élisée Reclus et ces lectures que j'ai faites de ses livres. Et je pense que c'est dans cette mouvance un peu des romantiques, je dirais de la fin 19e, début du 20e, qui décrivaient la nature de cette façon-là que moi j'ai eu envie de construire mes histoires. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura dans tous mes romans cette même chose, c'est une description très forte des paysages. Et le paysage devient, d'une certaine façon, je dirais un personnage en lui-même du roman. Voilà, donc pour renforcer, pour permettre aussi au lecteur d'être complètement immergé aussi avec les personnages, j'ai besoin de ce décor très fort autour, quoi. Ça, c'est la géographie qui le permet quand même. Et puis la géographie, je dirais même maritime, puisqu'on entre directement avec l'épigraphe d'Aristote. C'est pas si rare de trouver un épigraphe aussi judicieux, aussi dans un roman. C'est loin d'être évident. Et cette phrase-là, euh, elle est somptueuse en réalité. Je la cite. Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Est-ce que ça coïncide aussi avec votre univers en réalité? Est-ce que la mer va façonner aussi votre univers d'autrice? Oui, alors du coup, alors effectivement, jusqu'à présent, et puis même en tant que géographe, hein, j'ai fait mes études à Brest, je suis spécialisée sur le milieu littoral et insulaire en particulier, donc c'est vrai que je suis allée vers ce que je connaissais en termes de géographie. J'ai fait beaucoup de voiles, j'ai pas mal navigué aussi, et donc l'univers maritime, je le connais bien, donc c'est aussi une façon de le transmettre. Maintenant, j'ai le troisième que je suis en train d'écrire est pas du tout maritime. Il est terrestre. Il se passe même plutôt dans la montagne, enfin petite montagne. Mais voilà, je me suis dit, je veux pas trop devenir non plus enfin comme un peintre pourrait devenir un peintre de la marine. J'ai pas trop envie de devenir un écrivain seulement de la mer. J'aime bien cette idée que la géographie peut nous emmener dans des territoires très variés
et rester sur ces territoires variés. Mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue très personnel et de l'affect, la mer et les îles en général voilà, ont quelque chose chez moi qui résonne particulièrement et je pense que je suis allée au départ vers cette facilité-là parce que ça résonnait davantage d'un point de vue du sensible, quoi. Et puis dans votre roman, on a l'impression que les personnages ne luttent pas contre la nature, mais qu'ils apprennent surtout à disparaître légèrement dans le paysage. Est-ce que vivre sur une île, comme Miquelon Langlade, implique au fond d'accepter de devenir un petit peu plus petit que le monde? Est-ce que Ah ça oui. permet une modestie beaucoup plus forte? Ouais, alors il faudrait, je pense, donner, enfin, plutôt donner je pense qu'il faudrait poser la question aux habitants de Miquelon. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, de mon point de vue, c'est clairement oui la réponse. C'est que on sent que le climat est extrêmement contraignant. Il l'a été encore plus dans l'histoire. Aujourd'hui, ils ont quand même des habitations qui permettent un certain confort, hein, mais un confort qui ne peut pas se passer de chauffage toute l'année. C'est-à-dire que c'est pas juste mais le chauffage l'hiver, on l'éteint l'été. C'est toute l'année qu'il y a un peu de chauffage parce que les températures moyennes sont même l'été, autour de 15, quoi, en dessous de 20 degrés en tout cas. Et puis après, il peut y avoir évidemment des pics de chaleur, mais c'est des températures plutôt froides. Et donc, effectivement, et puis il y a ces vents très violents. Je me suis rendu compte à posteriori, parce que là, j'y suis allée récemment au mois de janvier. Et au mois de janvier, on a eu beaucoup de neige cette année et beaucoup de vent. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas assez décrit le vent. Je pense il est très présent quand même dans le roman, mais par rapport à la réalité de Miquelon, je me suis dit, en fait, je ne l'ai pas assez décrit tellement c'est violent. Et les habitants nous l'avaient pourtant dit, ils nous l'ont toujours dit. Ils ont toujours dit, il y a énormément de vent là-bas. Voilà, les 60 nœuds, c'est plutôt normal en fait. 60 nœuds, c'est 120 km/h de vent. 120 km/h de vent, pour vous donner un point de comparaison, c'est ce qu'il y a eu sur les Landes sur la côte atlantique, là, il y a à peu près un petit mois de ça, et qui a fait quand même déjà beaucoup de dégâts en France. Donc, pour vous dire, on a cette météo-là, c'est une météo qui est presque quotidienne là-bas. Donc, je dirais pas quotidien, mais quand même, on est autour de 30 nœuds en moyenne. C'est le classique, quoi. Donc, c'est battu par les vents et pourtant, il y a une attache à ce territoire qui est très forte. Et ça, je crois que je le dis quand même aussi dans le livre, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est comment on arrive à s'attacher à un territoire si hostile. Eh bien, parce que en fait, il coule dans les veines des gens. Je pense qu'ils sont vraiment ancrés sur cette terre et qu'ils ne pourraient pas imaginer ne pas y vivre. Et ça, je trouve ça très beau, en fait. Et il y a même une absence de mixité aussi à un moment donné, puisque Michel, qui est donc le frère de Jean qui a disparu, Jean qui a disparu, non, pardon, c'est pas là où je voulais en venir, c'est la femme de Jean qui, pour le coup, n'était pas issu de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui, était, selon la vie de Michel, était totalement antinomique avec la vie de pêche, avec la vie d'un pêcheur, avec la vie sur l'île. Donc il y a une sorte d'antagonisme fort entre ceux qui y habitent et ceux qui n'y ont pas habité, ne peuvent pas comprendre l'attachement qu'on peut avoir à une île. Et c'est vrai que c'est souvent le cas sur beaucoup Oui, d'îles, que ce soit la Corse, que ce soit absolument. n'importe quel autre territoire. C'est vrai que c'est flagrant de voir l'attachement au territoire des gens qui y vivent. Oui, c'est vrai, les insulaires en général, moi j'ai beaucoup travaillé sur les îles et essentiellement les îles bretonnes durant mes études et un petit peu après. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, il y a une attache au territoire qui est plus forte et plus fortement marquée chez les insulaires, plus revendiquée aussi en termes d'identité. Donc ça, effectivement, on peut le voir sur la Corse, mais on peut le voir aussi sur des îles comme l'île de Sein, sur l'île de Ouessant. Enfin, il y a plein, toutes les îles d'ailleurs portent une identité forte et une attache qui est forte. Et ce qui est certain, et on n'a pas besoin d'être très loin, je veux dire, si on va je prenais l'exemple de Saint à l'instant. Si on va sur l'île de Saint, c'est très difficile si on n'est pas sénant, je pense, de se familiariser avec ce territoire et d'y vivre facilement. Je pense qu'il faut y être né, il faut y avoir grandi. C'est en tout cas plus facile parce que ce sont des îles petites qui demandent une aptitude, je pense, une résilience qui n'est pas donnée à tout le monde.
Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que dans le projet sur lequel on travaille, donc avec l'agence Métamorphose urbaine et puis plein d'autres experts là sur la relocalisation du village de Miquelon face au risque de submersion, et ça c'est un fait indéniable, si on arrive à relocaliser le village, c'est aussi parce que les habitants sont résilients, probablement beaucoup plus résilients que des habitants du littoral métropolitain. Et donc, c'est intéressant de voir que peu importe là où on habite, tant qu'on habite sur notre île. Ça, c'est la leçon que moi j'ai retenue quand même beaucoup de Miquelon, mais je pense que c'est valable pour tous les insulaires en général, à mon avis. Peut-être que je vais peut-être un peu vite en raccourci, mais... Alors, on va parler aussi des personnages, mais je trouve que c'est aussi très bien de parler de la nature avant des personnages, pour une fois. C'est aussi parlant. Alors, dans beaucoup de romans contemporains, les personnages cherchent souvent à partir. Là, dans le vôtre, c'est le retour de Johan qui semble presque plus difficile que le départ. Est-ce que pour vous, revenir, c'est l'un des gestes les plus vertigineux de la littérature? Oui, alors c'est vrai. Et puis surtout, en fait, j'avais traité dans le... Donc moi, en tant que géographe, ce qui me passionne, c'est le lien au territoire. Je trouve que ça m'a toujours fasciné de voir que la seule chose que l'on partage avec l'ensemble des êtres vivants sur la planète, c'est une attache territoriale. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un territoire, quelle que soit l'échelle de ce territoire. Je veux dire, une personne qui vit dans la rue, elle va mettre des cartons pour délimiter son territoire sur un trottoir. Mais on a tous besoin, à un moment donné, de s'ancrer quelque part et de s'ancrer pour vivre et habiter. Donc ça, on part de là. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me passionne et donc sur lequel je travaille depuis des années. Dans le premier roman, j'avais travaillé ce lien de cette jeune fille qui débarque sur une île déserte, enfin oui déserte entre guillemets, mais qui débarque sur une île où elle est seule et qui va tisser un lien très fort avec cette île et la nature en général. Et donc elle arrive. Et là, je m'étais dit, bah, je trouverais intéressant de voir comment, quand on a quitté une terre, et ça arrive à, je dirais, beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de déménager, on est obligé d'habiter sur un territoire qu'on n'a pas forcément choisi pour des raisons personnelles, professionnelles, familiales, enfin, voilà, politiques, etc. Mais on va sur des terres et quand on revient chez soi, le chez soi dans lequel on a grandi mais qu'on a oublié, où il y a eu des traumatismes, on revient avec une autre histoire. Comment on renoue avec cette terre? Et je crois qu'on ne peut renouer que grâce aux autres. Je crois pas que le... Mais ça, c'est un point de vue pour le coup de géographie sociale et culturelle, mais je crois pas qu'on renoue avec une terre de l'enfance si on est abandonné sur cette terre. Je pense qu'on a besoin des autres, de l'héritage, de la transmission, de renouer avec une culture qui est la nôtre, une identité qu'on va retrouver, voilà. Et c'est pour ça que Johan revient à Miquelon, mais c'est pour ça que Michel est là et on pourra revenir dessus, mais il y a beaucoup de jeux de mots aussi avec Oncle Mick. Euh, donc Oncle Mick donne Miquelon. Si on regarde, voilà, Michel, en fait, Miquelon aurait été découvert par des Portugais en 1560 qui aurait donné le nom de Miguel ou Michel en fait après, enfin est devenu Michel parce que ça viendrait du portugais Miguel. Donc on a en fait ces jeux de mots avec le prénom aussi pour montrer que Michel représente d'une certaine façon l'île et le caractère de l'île. Mais voilà, et lui va transmettre cette île, va transmettre son histoire, sa culture, son identité et permettre à Johan de renouer avec son territoire. Et c'est Et c'est aussi le prénom de nourri. votre grand-père. Et c'est aussi le prénom de mon grand-père. Et comme mon grand-père était pêcheur et qu'il a, enfin, en dehors d'être mésothérapeute et médecin, il était passionné de pêche. Il passait toutes ses vacances et son temps libre à pêcher. Il était incroyable. Et mon oncle a pris cette passion d'ailleurs. Voilà, c'était amusant de pouvoir faire ce petit clin d'œil familial. Alors, vous avez dit le mot, entre guillemets, presque magique, c'est le mot d'abandon, puisque la disparition de Jean laisse Johann sans père. La disparition, d'ailleurs, elle agit comme une sorte de trou noir narratif, puisque tout gravite autour de cette disparition sans jamais vraiment l'éclairer. Il n'y a pas d'enquête véritablement dans ce livre-là, et c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que vous avez voulu aussi écrire un roman construit autour d'un manque plutôt que d'un événement? Absolument, c'est tout à fait ça.
la réponse, elle est là. C'est que, en fait, pour accentuer le manque, j'ai voulu, en effet, enfin, j'ai voulu faire en sorte de minimiser l'événement. Je voulais pas donner trop d'importance à cet événement qui est pourtant terrible et qui est pourtant fort, hein, sur une disparition, parce que en plus Jean est pas seulement un père, il est aussi le frère de Michel. Ils ont une relation très fusionnelle l'un avec l'autre. Donc, mais voilà, je voulais pas rendre cette disparition trop catastrophique, mais en même temps, il fallait qu'elle creuse un vide monstrueux. C'est-à-dire que parce que tout est là. Donc, Johan vient. Alors, je ne sais pas quel degré je peux ou pas parler du livre, mais sans vouloir trop dévoiler, mais grosso modo, Johan apprend que finalement, après quelques pages, le livre est d'abord focus sur Michel et Jean. Jean disparaît. Et Michel va contacter son neveu, donc son unique neveu, Johan, pour l'informer de la disparition de son père et lui demander de revenir. Alors il lui demande pas directement, mais il lui fait bien comprendre qu'il faudrait qu'il revienne. Et en fait, Johan, lui, dans sa tête, c'est pas tellement envisageable. Son père, il l'a quitté il y a 15 ans. Pourquoi revenir là, 15 ans plus tard? C'est bon, il y a quasiment plus de contact. Il y a plus d'intérêt finalement à revenir à Miquelon, sauf par devoir. Donc il finit par le faire, évidemment, un peu à reculons, mais en faisant cet exercice par devoir, il va finir par renouer évidemment avec son enfance, avec son père, et puis petit à petit, on va tisser le lien quoi, entre lui, entre Lille, entre son père, entre Michel. Enfin, voilà, il y a plein de... et c'est vraiment ces liens qui vont s'intensifier au fur et à mesure de l'histoire. Et puis votre écriture, elle semble toujours retenir quelque chose, comme si la phrase refusait le spectaculaire. Est-ce que vous diriez que vous écrivez aussi contre la tentation du lyrisme? Oui, c'est vrai. Oui. En fait, je suis une grande sensible et je pense que je m'auto-censure. C'est-à-dire que j'ai très peur de tomber dans le truc fleur bleue. Et ça peut m'arriver sur la première écriture. Peut-être que Marie, elle pourra témoigner éventuellement de quelques versions, parfois un peu. Mais surtout sur le premier roman, j'avais ce travers-là et j'ai voulu le corriger. Après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la pudeur. J'aime beaucoup, en fait, dans les non-dits, ce qui se dégage d'une façon générale. Moi, j'aime bien les gens qui sont discrets. Finalement, j'aime bien aussi, voilà, quand le sensible raconte autre chose que les mots, en fait. Et ce silence qui parfois en dit bien plus que n'importe quelle phrase. Donc, j'avais envie que ces personnages traduisent ça, en fait, cet amour qu'on ne dit pas, mais que l'on finalement on arrive à dire autrement par le corps ou par les sens ou par un simple mot qui ne dit rien mais qui dit tout, quoi. Alors, je ne sais pas si Marie veut rebondir, mais c'est vrai qu'on ressent aussi dans les personnages une immense pudeur. Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de mots qu'on aimerait dire mais qu'on ne dit pas. Et c'est vrai que cette pudeur-là que vous avez ancrée en vous, on la ressent clairement dans les personnages. Marie. Bah, en fait, je pense que c'est ce qu'il y a en plus de plus difficile à obtenir dans l'écriture, d'écrire cette pudeur-là. On peut voir parfois passer des romans, des textes où justement on aurait envie de... Alors là, c'est peut-être un défaut professionnel, mais de couper en disant non, c'est dommage, laisser au lecteur la possibilité de créer la scène en fait et de vivre cette pudeur-là et d'inventer peut-être dans l'imaginaire les mots qui sont pas dits en fait. Et je pense que, alors Anne Solange, là je rebondis sur la question des autres versions. Pour le coup, en tout cas, pour ce texte-là, j'ai jamais vu Anne Solange déborder sur une émotion, etc. C'est quand même plutôt très pudique et vraiment à l'économie de mots. Et je parlais au début de cet échange de ces quelques infimes petits dialogues extrêmement bien sentis entre Michel et son neveu. C'est ça, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça a l'air de rien comme ça, on voit pas l'effort, mais c'est très dur à construire ça. En deux lignes, de vraiment dire peut-être 20 ans de relation.
Mm. de C'est vrai. non vécu, puisque évidemment c'est non vécu, mais c'est quand même vécu d'un continent, enfin d'un territoire à l'autre. Donc vraiment, c'est une des grandes qualités d'écriture de Anne Solan, je pense, c'est vraiment de réussir à créer ça. Et puis, combien de familles vivent ça, en fait, aussi? Mm. Cette impossibilité à communiquer, à parler, et je connais pas beaucoup de familles où, où tout est bien dit et bien transmis. Notamment lorsqu'il y a une longue absence en plus de dialogue, puisque là, pour le coup, tout est rompu. Pas forcément de manière, comment dire, conflictuelle en plus. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas un Non. conflit énorme aussi entre eux. Donc, pour le coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprochées au père, et en même temps, on aurait pu aussi reprocher beaucoup de choses à Johan. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un peu l'aveu qu'il Bien fait sûr. après, quand il se retrouve donc sur le lieu du pèlerinage, et qu'il n'avoue pas parce que en fait c'est par orgueil, mais qu'il reconnaît, c'est qu'il aurait pu lui aussi faire l'effort d'aller vers son père et qu'il l'a pas fait parce que l'enfant attend que ça vienne du parent. Et je pense que c'est naturel, hein, mais quand on grandit, qu'on devient adulte, on prend conscience qu'on aurait pu aussi jouer un rôle dans l'autre sens pour aller vers son père ou sa mère d'ailleurs. Ouais. Mm. Marie a toussé, mais ce n'était pas du tout en lien avec ça, hein. Voilà. C'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est ça. Dans le roman, il y a aussi, vous aviez parlé tout à l'heure du corps, et ce que j'ai trouvé aussi très fort, ce sont les gestes quotidiens qui se prennent une sorte d'importance quasi rituelle. Est-ce que vous aviez aussi envie de raconter cette forme de spiritualité discrète du travail et des gestes simples? Ouais, complètement. Ça, et là, la géographie revient aussi. En fait, euh, donc, comme je travaille sur cette relation d'individu au territoire, j'ai beaucoup fait de recherches, évidemment, sur tous ces sujets-là depuis maintenant plus de 20 ans que je travaille dessus. Mais il y a un géographe que j'adore qui s'appelle Joël Bonnemaison, qui a beaucoup travaillé, lui, sur des peuples de Nouvelle-Calédonie et qui a essayé, voilà, pendant des années de terrain, d'observer la façon dont ces peuples pouvaient faire justement territoire, enfin, faire lien avec leur terre. Et il a fait remonter cette question du rituel, c'est-à-dire en disant que à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on le fait quotidiennement et qu'on revient sur ce geste, je sais pas, c'est manger à telle heure, c'est tel plat tous les dimanches, que ça c'est pour l'exemple que je reprends dans le roman, ça peut être une tenue vestimentaire, ça peut être d'aller sur un lieu en permanence à tel jour, à telle date, ou de façon saisonnière ou annuelle. Et en fait, voilà, moi je voulais que cette question, et d'ailleurs dans le premier roman c'est la même chose, c'est qu'il y a cette question du rituel. Pour moi, elle est très importante dans les personnages pour faire territoire et pour rentrer en relation avec le territoire. Et puis ensuite, ça crée une atmosphère aussi, ça crée une atmosphère du quotidien, ça ralentit l'action. Je crois que c'est important parce que je pense que j'ai une écriture rapide. Euh, alors, en tout cas, c'est un défaut que moi je trouve sur mon écriture, c'est que j'ai l'impression que je suis trop rapide. Donc, je me dis que aussi en posant un peu l'action, en décrivant des scènes un peu plus, on pose le temps, on prend le temps d'être avec les personnages davantage que si on avance trop vite dans l'histoire, quoi. D'ailleurs, cette relation justement entre Michel, l'oncle et Johan, le neveu, enfin le fils de l'autre côté aussi, sont vraiment au cœur du récit. Comment vous avez construit cette évolution-là, leur relation, de l'incompréhension initiale jusqu'au lien affectif retrouvé? Il y a vraiment une substitution du père aussi qui est très intéressante. Mais ce lien-là, il est tellement pudique, tellement dans le regard, alors qu'on ne voit rien concrètement dans le récit. Mais moi, je voyais leurs yeux, en fait. Je voyais leur regard conjoint. Je voyais la manière dont Michel quasiment se tournait la tête en lui disant quelque chose, avec une manière très pudique, très réservée. Ça se ressent vraiment, vraiment Oui. très fort dans le roman. Alors, je pense que ça, c'est quand même un trait de caractère des habitants moi, j'ai ressenti comme ça à Miquelon, c'est-à-dire ils ont énormément ils sont enfin, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, ils sont constitués évidemment de grandes sensibilités, mais il y a beaucoup de pudeur. C'est-à-dire qu'on cache ces sentiments, on cache cette sensibilité aux yeux des autres. Alors, et moi, j'ai trouvé ça très, très, très touchant, très attachant, au contraire, parce que les relations ne se font pas de la même façon qu'elles pourraient se faire
facilement, je sais pas, dans un bar autour d'un verre, où tout d'un coup on se quitte le soir en se promettant de se revoir le lendemain. Là, c'est plus lent, justement, il faut gagner une confiance, il faut trouver finalement une fibre sensible qui permet un dialogue. Et ça a été effectivement, ça a été un challenge. Alors après, peut-être plus facile pour moi parce que j'aime bien justement ces pudeurs qui ne disent pas, qui disent beaucoup mais qui ne le disent pas verbalement. Et donc, pour répondre à cette question de comment le lien s'est fait entre Johan, qui lui est métropolitain, en fait, en vrai. Il a grandi à Paris, il vit à Nantes, sa mère était plutôt urbaine. Donc, il n'a pas du tout, finalement, ce caractère taiseux, mais c'est un écorché vif. Il a souffert d'un abandon, voilà, très clairement. Il a grandi sans père, isolé, moqué parce qu'il est frêle, parce qu'il est petit, parce qu'il est mince, parce qu'il n'a pas la carrure de l'athlète sportif qui pourrait se faire tous les copains à l'école. Non, il est voilà. Et puis lui, il a une sensibilité qui l'amène plutôt à lire des livres que finalement à jouer au foot. Donc il n'est pas dans cette mouvance-là. Donc il est déjà avec un bagage sensible qui l'oblige à l'introversion d'une certaine façon. Et de l'autre côté, il va retrouver un oncle qui lui est un peu l'inverse. Alors pour le coup, lui, il a cette carrure athlétique, c'est un marin avec des mains très larges, donc il est bourru, il est peu soigné, il ne prend pas soin de lui, il ne se rase pas, il ne fait pas, il ne prend une toilette une fois par semaine. Enfin, il vit seul, il est avec son chien et ça lui va très bien. Et en fait, il est un peu à l'image de l'île et de son climat, c'est-à-dire, voilà, sans avertissement. C'est-à-dire, il peut être dur, comme gentil, mais en fait, il n'est pas dans la demi-mesure. Et donc, il va accueillir ce jeune, un peu finalement, lui aussi, il ne le connaît pas, il ne l'a pas vu grandir, il en a un vague souvenir, il le fait par devoir. Au fond, il était très attaché à son frère, c'est le fils de son frère, bon, bah, il l'accueille, point barre. Et puis, c'est son parrain quand même. Je ne suis pas sûre de le dire ça, je ne me souviens plus si je le dis dans le livre, mais ils ont un lien quand même fort. Et puis, du coup, voilà, il l'accueille. Et petit à petit, il est touché aussi par ce jeune. Il est touché parce que ce jeune est orphelin, en fait. Il a sa mère, mais elle est loin. Il est orphelin et il se rend compte que ce jeune, bon, bah voilà, il n'a pas vu grandir son père, qu'il le laisse, il est tout seul dans la maison de son père, lui habite à côté, il l'accueille tous les soirs pour dîner, mais voilà. Et bon, il va y avoir quand même cette phase un peu de froid entre les deux au départ, parce qu'eux aussi, ils vivent le deuil, chacun de leur côté. C'est-à-dire que Michel doit vivre le deuil de son frère. Ils sont vraiment comme les deux doigts de la main. Ils sont très, très liés. Ils travaillaient ensemble. Ils ont grandi ensemble. Et puis il perd ce repère-là. Donc il va devoir faire son deuil à lui. Donc il part. Michel choisit le fait de partir dans l'île. Il va chasser. Il va faire son deuil et s'isoler. Johann, qui est Jean en hébreu, mais Johann, le fils de Jean, lui, il va essayer, il est moins affecté par le deuil parce que finalement, voilà, il n'a pas connu son père, donc évidemment, il sent qu'il a perdu un père et il se dit c'est quand même dommage, j'ai perdu un père, je ne l'ai pas connu. Donc il va essayer de découvrir qui était ce père et va essayer aussi de comprendre ce dont il a hérité. La maison, les papiers, enfin voilà, tout ce qu'il doit prendre en charge après ce deuil. Et c'est dans cet exercice finalement d'isolement, parce qu'il n'y a plus Michel qui est là pour le nourrir et pour l'accueillir. Il va être seul dans la maison de son père, il va devoir fouiller les tiroirs, les placards, retrouver qui était son père. Et donc dans cet exercice-là, il va comprendre que finalement, non, son père ne l'a pas abandonné, non, son père avait quand même un lien avec lui, mais que l'éloignement de 4000 kilomètres, ça c'est l'éloignement géographique, double insularité, puisque Miquelon est éloigné de Saint-Pierre, il faut prendre un bateau pour aller à Miquelon. Donc, rejoindre Saint-Pierre, si on veut rejoindre Saint-Pierre et l'aéroport, il faut donc prendre ce bateau. Enfin, on arrive à Saint-Pierre. Après, c'est un avion, c'est deux avions. Enfin, c'est compliqué d'aller en métropole. Donc, voilà, ce père avait économisé, etc., pour rejoindre son fils. Donc, il va comprendre tout ça. Il va comprendre que finalement, son père n'était pas si euh, indifférent à ce qu'il était, ce qu'il devenait. Et c'est ce qui va le rapprocher de Michel, parce que d'une certaine façon, il aura envie d'en savoir un petit peu plus. Il aura envie de savoir est-ce que mon père m'aimait? Est-ce que finalement, qui j'étais pour lui? Est-ce qu'il continuait malgré tout à penser à moi?
Et de ça, donc voilà, ce premier chapitre finit sur le deuil, et un deuxième chapitre s'ouvre sur la relation pure et dure entre Michel et Johan. Là, d'ailleurs, on change de narrateur aussi. Enfin, bon, peut-être que je raconte pas tout. Non, ne racontez pas tout. Non, mais il y a aussi ce côté de transmission que Michel aussi va faire avec Johan. On a l'impression aussi que il va lui transmettre des gestes, il va lui transmettre une technique particulière aussi. Et ça aussi, ça accompagne aussi leur relation, notamment sur la deuxième partie. Oui, absolument. Sur la pêche, en fait, ce qui va les réunir, c'est finalement ce qu'aurait voulu, parce que effectivement, le roman porte aussi sur l'héritage, sur le qu'est-ce qu'on transmet quand on grandit sur Miquelon à l'époque où on peut imaginer qu'il y avait encore une pêche en Doris. Et en fait, on transmet la pêche parce que ça se transmettait de père en fils et c'était comme ça. Et là, en fait, le père n'est plus là, l'oncle va prendre le relais et va avoir envie de lui apprendre tout simplement ce qui faisait le cœur de Miquelon, c'est la pêche en Doris à la morue. C'est l'histoire, c'est leur identité, elle est là, même si aujourd'hui ils ne font plus de pêche en Doris, c'est encore leur histoire et leur identité. Donc, il va lui transmettre cette identité, évidemment contre le gré total de Johan, mais malgré tout, il va se piquer au jeu, il va apprendre et il va découvrir son histoire, ses racines en fait. Tout à l'heure, quand on parlait du vent, des conditions météorologiques, etc., je me suis demandé finalement si c'était pas la métaphore de l'esprit de l'écrivain, de l'esprit de l'autrice aussi quand on écrit. Est-ce que tous ces éléments-là, on a l'impression que, vous l'avez peut-être pas fait consciemment, mais j'avoue que j'ai pensé aussi à ça. Est-ce que ce climat-là de Saint-Pierre et Miquelon, c'est aussi ce qui se passe dans la tête quand on est auteur de romans? Ben, je pense que de toute façon, c'est sûr que pour moi, il y a un lien entre l'action, les personnages et la nature. C'est vraiment imbriqué, c'est-à-dire que la nature résonne avec, avec le sensible, avec notre âme, euh, avec nos projections. Enfin, c'est-à-dire que là, je l'accentue évidemment, et c'est génial de pouvoir travailler sur Saint-Pierre-et-Miquelon parce que c'est un territoire qui est un territoire de contraste. Et donc, on peut accentuer la météo sans problème parce que c'est une réalité. Et elle va résonner évidemment avec, les saisons résonnent avec ce que vivent les personnages, la météo résonne avec, etc. Évidemment avec ce que moi je peux ressentir, quoi. C'est-à-dire que la nuit, enfin, il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer effectivement en résonance avec des états d'âme et une sensibilité. Mais oui, moi je pense que si je suis tombée amoureuse de Saint-Pierre et Miquelon, et en l'occurrence de Miquelon, c'est en partie pour son climat hostile, dur, hein, où finalement on voit pas très bien ce que vient faire des hommes et des femmes là-dedans, et pourtant ils sont là. Et moi, je trouve ça, enfin, je sais pas, j'aurais du mal à expliquer pourquoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça me parle et en fait, ça me touche en particulier. Ouais. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait, Anne Solange. Voilà. Pour ça, j'ai le temps de mettre mes lunettes. Voilà, parfait. 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait. Anne Solange, c'est à vous. Alors, du coup, j'ai choisi avec Marie, en fait, qui m'a aidé à choisir ces extraits. On a décidé ensemble de vous présenter. Alors, le premier extrait, c'est pour vous donner un peu finalement l'atmosphère, en fait. Donc, voilà, comment est Miquelon, décrire un peu les paysages et en même temps vous donner un des premiers éléments d'intrigue de l'histoire, puisque c'est au moment où Jean va disparaître. Plus de 4 mois se sont écoulés, Miquelon est dans le cœur de l'hiver. La neige et le froid ont éteint les couleurs, le paysage est noir et blanc, le ciel et la mer confondus sur un horizon effacé. Un soir de février, alors que Jean a trait ses 2 brebis un peu plus tôt, il est surpris d'entendre des bêlements répétés en provenance de la grange. Il regarde par la fenêtre. Rien n'est visible dans la nuit sans lune, hormis la neige. Le vent, absent, laisse la place aux sons d'ordinaire étouffés, et les bêlements reprennent. Jean enfile ses bottes et gagne l'appentis. La porte est entrebâillée. Peut-être je l'ai mal barrée tantôt, pense-t-il. À l'intérieur, l'enclos est entr'ouvert, et il manque une brebis. La bête a dû pousser le portillon et s'échapper.
Jean cherche autour du bâtiment. Par terre, la neige a gardé les empreintes des sabots. Il rentre s'équiper, prend une lampe torche, enfile un manteau chaud, un bonnet et des bottes fourrées. Il hésite à prévenir son frère. Il est plus de 22 heures, Michel doit être couché, et la brebis n'est sans doute pas loin. Jean se met à marcher dans les traces qui grimpent au nord du village, là où les habitations sont rares et la forêt plus dense. Le froid est intense, le sol glissant et dur, il craque sous ses pas. L'air lui brûle la peau, le visage et les yeux. Il déroule le col de son manteau sur son menton. Peut-être devrait-il faire demi-tour, prendre la voiture. Mais Jean est persuadé qu'il retrouvera rapidement la brebis, et il continue d'avancer, suivant les traces de ses sabots tel un fil d'Ariane. Il monte la pente raide du cap jusqu'à la retenue d'eau enfouie dans la forêt. Les conifères sont chargés d'une poudre blanche figée dans une croûte glacée, lourde et épaisse. À cet endroit, les empreintes se séparent. Certaines partent vers les bois, d'autres en direction de la mer. Manifestement, un cerf de Virginie est passé par là. Quelle direction prendre? Le manteau neigeux est dense, la nuit trop opaque pour deviner la nature des traces et distinguer celle d'un cervidé de celle d'une brebis. Par crainte de se blesser dans les branchages noueux, Jean bifurque à droite et longe le sentier côtier. Son choix n'est pourtant pas moins dangereux. Si le chemin est moins arboré, il mène à une zone clairsemée où le sentier devient glissant, abrupt et proche de la falaise qui surplombe la mer à pic. Surtout, la neige empêche de distinguer les trous et les tourbières situés à quelques mètres sous la surface. Jean crie le nom de sa bête à travers la nuit. Il marche en plantant ses pas, un après l'autre, aidé de la lampe et des arbustes environnants qui guident son tracé. Il connaît bien les chemins de l'île, même dans l'hiver, il sait où il va. Le froid glacial cristallise le moindre souffle sortant de sa bouche. Pourtant couvert, il sent s'inviter dans les fibres de ses vêtements et gagner sa peau. Heureusement, le vent n'est pas de la partie. À peine cette pensée lui effleure-t-elle l'esprit qu'une bourrasque se lève et apporte de la mer des nuages remplis de poudrin. En quelques minutes, la météo se transforme. Le ciel clair et étoilé se charge d'un vent du sud qui avale l'île plus vite que la houle. La tempête monte à 20 nœuds, puis à 30. La nuit devient blanche. Des flocons aussi gros que des feuilles d'érable se mettent à tomber et viennent se plaquer sur le visage de l'homme qui se retrouve aveuglé. Dans la forêt, il aurait pu se glisser sous des branches d'arbres et s'abriter des éléments qui l'assaillent. Mais ici, à quelques mètres au-dessus de l'étang de la Cormorandière, il n'y a que la pente rase qui rejoint la mer, grondant au pied des falaises abruptes. Le risque augmente, avec lui la peur de se retrouver prisonnier de la tempête. Il vaut mieux que je rebrousse chemin, je reviendrai demain avec du renfort. Jean pivote pour faire demi-tour et oriente le rayon jaune de sa lampe torche sur ses pas déjà effacés. Rien ne se distingue dans le faisceau, hormis des grains épais de blanc sur la toile noire de la nuit. Pas même une lumière dans le village ou le phare au loin. Seul le bruit fracassant des vagues l'aide à se repérer. Les bourrasques sifflent sur la pente, soulèvent des tas de neige fraîche, les font tourbillonner devant ses paupières mi-closes. Déstabilisé par les risées, il continue avec précaution, recourbé comme l'arbuste façonné par le vent. Son souffle est taché. Un bras devant le visage pour empêcher les flocons d'entrer dans ses yeux, la lampe à la main, un pas après l'autre, il tâtonne dans la poudreuse. Le blanc est partout, dans sa bouche, son manteau, ses manches. Il s'amoncelle et emprisonne ses jambes qui peinent à s'extirper de la masse compacte. Jean ne veut pas céder à la panique, mais plus les rafales forcent, plus il lui devient difficile d'avancer. Il renonce à rejoindre la forêt et revient vers l'étang de la Cormorandière chercher un abri derrière le col. Il repense à l'histoire que lui racontait sa grand-mère, celle du père Vaulou. Il jure d'aller remercier la Vierge sur le plein à son retour et prie pour une fin aussi heureuse que celle du prêtre. La neige continue de tomber, des bérets basques, ses flocons épais s'abattent avec violence sur le moindre obstacle. Il faut tenir, se répète Jean, au moins jusqu'à trouver refuge près d'un bloc de moraine ou d'un bosquet. Ses pensées vont à Michel, à l'inquiétude que son frère éprouvera s'il ne rentre pas. Il doit s'abriter, il n'a pas le choix. Jean fixe son attention sur ses pas, scrutant la poudreuse en direction de l'étang de la Cormorandière. Merci Anne Solange. Et en effet, vous voyez bien la qualité de langue. Vous dédiez votre roman aux habitants de Miquelon, mais aussi à Roger Etcheberry, qui est un naturaliste. J'aimerais que vous nous parliez de lui et peut-être des anecdotes que vous auriez, pas forcément avec Roger Etcheberry, mais aussi avec les habitants de Miquelon, avec ces pêcheurs aussi que vous avez peut-être rencontrés. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné et quelle est la masse d'informations qu'on peut vous donner? J'ai pas vu trace, par exemple, de coutumes, de légendes. Vous n'avez pas forcément mis l'accent
sur l'histoire de Miquelon, mais davantage sur ses gestes quotidiens dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout cela? Ouais, c'est super. Alors, c'est vrai que sans eux, il n'y aurait pas eu ce roman. Déjà, je tiens à le spécifier. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quand j'ai commencé à faire ce travail un peu de sociologie, la géographie à empreinte des pratiques de sociologue aussi sur le terrain, où on vient. Donc voilà, moi, dans mon métier, je suis amenée à parler beaucoup avec les gens. Quand ils m'ont parlé de leur histoire, de certaines légendes que je raconte, notamment la légende des violons. Le violon est un instrument très répandu sur Miquelon sans qu'on en sache vraiment l'origine. Et donc, il y a des légendes, une légende que je raconte dans le roman où les violons seraient venus d'un naufrage. Il y a une histoire, notamment, qui m'a été aussi racontée sur celle du père Vaulou, dont je parle là dans l'extrait, mais et qui fait tout simplement le prologue du livre, où en fait, voilà, je raconte cette histoire, qui est une histoire vraie pour le coup, hein, c'est pas une légende, mais c'est vrai qu'il y a peu de légendes en tant que telles, c'est-à-dire que il y a, c'est-à-dire des histoires qui n'existent pas et qui sont racontées. Ça, il y en a très peu. Il y en a une que je ne raconte pas dans le roman, mais qui est qu'il y aurait eu un naufrage avec un trésor qui est toujours enfoui sous les dunes qui se trouvent au niveau du Grand Barachois. Le Grand Barachois, j'en parle dans le livre, mais voilà, sur ces dunes-là, il y aurait eu un naufrage avec encore un trésor qu'on n'a toujours pas trouvé. Mais ça, c'est aussi une légende. Mais c'est vrai que pour en revenir à Roger, donc Roger Etcheberry, je lui ai dédié ce livre parce que en fait, Roger est un grand naturaliste qui s'est autodidacte, hein, totalement. C'est un habitant de Miquelon. Il a grandi à Miquelon. Il connaît, en tout cas de ce qu'il dit, il connaît le moindre centimètre carré de l'île qui en fait 240 mètres carrés. Et en fait, il a toujours été passionné par son territoire, par la nature, essentiellement par la nature. Donc, il connaissait tous les oiseaux, toutes les plantes, pour le coup, toutes les recettes, entre guillemets, de grand-mère, et évidemment aussi toute l'histoire. Et pas seulement lui, hein, il y a eu aussi beaucoup d'autres habitants qui ont joué un rôle. Je pense aussi à Alain Orsini qui, d'un point de vue de l'histoire, a beaucoup œuvré. Mais en tout cas, Roger, lui, a joué, comme dit Marie, le rôle d'un deuxième éditeur, c'est-à-dire que en fait, il a passé beaucoup de temps avec moi sur le terrain, mais aussi dans son bureau, à m'expliquer comment fonctionnait la pêche, parce que la technique de la pêche à Miquelon n'est pas celle de la pêche à la morue classique. Or, il y a pas mal de littérature scientifique sur la pêche à la morue classique, y compris historique, mais qu'on peut trouver dans les archives, mais je ne trouvais pas de spécificité sur la pêche spécifique à Miquelon. Et donc, Roger avait écrit un texte sur ces techniques de pêche. Il a pu me passer ça, corriger aussi des quelques erreurs qui restaient. Et puis, par ailleurs, dans la dernière partie, toute dernière partie du livre, il y a des descriptions de recettes, enfin d'une certaine façon de pratiques, de ce qu'on pouvait faire avec certaines plantes de Miquelon que lui m'a donné. Voilà, ce sont vraiment pour le coup ces mots. Quand il parle, quand Michel raconte ce que sa grand-mère faisait avec le spruce, par exemple, bon, tout ça, c'est des choses que Roger m'a donné. Donc, il a relu cette version, enfin la version du livre. Il n'a pas pu relire et il ne découvrira pas malheureusement cette version finale puisqu'il est décédé d'une crise cardiaque en janvier dernier. Mais au moins, il aura vu le livre et il y a beaucoup contribué. Donc, c'est pour ça que je voulais le lui dédicacer officiellement. Mm. Très bien, très bien. Alors il y a aussi, alors c'est pas une légende, mais c'est un événement historique qui est important, c'est la guerre de la morue entre la France et le Canada en 93. Ça, c'est aussi un événement important qui est dans le texte, mais de manière historique aussi. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cet événement-là qui a aussi un lien avec les personnages, puisque certains personnages se rencontrent aussi après cela. Euh, c'est quand même un événement qui est que je ne connaissais pas, sincèrement. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'on connaissait à peu près ça. Moi, sincèrement, je ne connaissais pas cette guerre de la morue. Vous allez nous en parler. Oui, en fait, je vais refaire
très rapide historique de Saint-Pierre-et-Miquelon parce que l'histoire est, pour le coup, c'est un roman en soi. Et d'ailleurs, j'avais fait toute une partie historique avec Marie, on a finalement décidé d'enlever parce que c'était trop lourd, mais j'y tenais tellement au départ, c'était tellement passionnant. En fait, pendant 100 ans, il faut imaginer qu'entre 1715 et 1815 à peu près, on a eu une centaine d'années où l'archipel a été bataillé entre les Anglais et les Français. Tout le monde sait que Jacques Cartier a conquis, on va dire, la partie l'Amérique du Nord et qu'on avait Terre-Neuve, on avait l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, on avait toute l'Amérique du Nord que petit à petit, dans les traités de guerre, on a perdu progressivement et qui ont donné naissance donc à des territoires investis par les Anglais et après les États-Unis. Et en fait, donc Saint-Pierre-et-Miquelon, là-dedans, a été une monnaie d'échange en permanence, discutée, bataillée par les rois de France notamment, pour rester français, de façon à nous permettre d'accéder à la ressource halieutique, c'est-à-dire à l'époque la morue. Avant la morue, c'était la baleine, mais ça faisait pas partie, il n'y avait pas encore la terre n'était pas totalement française à ce moment-là. Et en fait, donc dans ces traités, y compris ce qu'on négociait au niveau de l'Europe, hein, on a toujours fait en sorte d'essayer de garder Saint-Pierre-et-Miquelon pour ces questions d'accès à la morue. Parce que la morue est un poisson qui permet d'être salé, séché et qui permet d'être gardé presque un an. Et donc, conserver un an et permettait de nourrir. Donc, évidemment, plus elle était fraîche, plus elle nourrissait les personnes riches. Plus elle était passée et sèche, plus elle nourrissait les personnes pauvres et notamment les esclaves qui faisaient le commerce triangulaire. À l'époque, tout ça, ça parle à tout le monde sur les colonies françaises. Donc la morue, c'était une espèce d'or noir, en fait, d'or bleu pour le coup, mais en tout cas, c'était une manne financière très importante et qui a attiré du coup les pêcheurs basques, bretons, normands, corses et puis évidemment étrangers, mais essentiellement ceux-là qui ont peuplé Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, ça a fait vivre cet archipel pendant plus de 500 ans. Vivre aussi, pas que cet archipel, mais toute la métropole et des pays entiers grâce à cette conservation du poisson. Et en fait, quand est arrivée la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand est arrivé les chalutiers, quand est arrivée l'industrialisation des bateaux et donc la grande pêche, telle qu'on l'appelle, eh bien, en fait, cette grande pêche, en 50 ans, elle a détruit les fonds qui avaient nourri pendant plus de 500 ans des familles et donc fait vivre cet archipel d'un point de vue de l'économie. Donc en 50 ans, on a détruit une ressource. C'est phénoménal, hein. Il n'y a que l'homme qui est capable de faire des prouesses pareilles. Donc on a réussi quand même à détruire cette ressource. Et là, le Canada, donc, qui encercle Saint-Pierre-et-Miquelon, a décidé de prendre des mesures au départ quand même vraiment pour le stock de poissons et pour que la ressource puisse se renouveler et a déposé en 1992 un moratoire qui, en fait, bloque tout simplement l'accès des pêches, enfin limite tout simplement la pêche et les quotas de pêche dans ces eaux-là. Et on a conservé la France, puisque c'est français, c'est un territoire français, a conservé une maigre bande au sud, un petit peu au nord, mais surtout au sud de l'archipel, qui permet donc encore aujourd'hui aux chalutiers de pêcher. Ils ne pêchent plus la morue puisque le stock de morue ne s'est pas totalement renouvelé, donc on ne peut plus pêcher comme autrefois. Mais par contre, ils ont diversifié leur pêche. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup le homard, il y a le crabe des neiges, il y a le concombre des mers aussi, il y a aussi la coquille Saint-Jacques, etc. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et c'est ça qui m'intéressait moi aussi dans le livre de montrer, c'est que la pêche traditionnelle en Doris, elle était fatigante, elle était dure, elle était peu lucrative, mais elle maintenait une ressource. Et elle maintenait en fait un équilibre entre finalement le renouvellement du stock de poissons et l'économie d'un peuple. Et parce qu'on a voulu gagner plus, enfin voilà, prendre plus à la nature, on a perdu plus. Voilà. Et ça, c'est un peu la morale que je donne aussi dans ce livre à travers ce court chapitre sur le moratoire. Ouais.
Alors, de manière plus légère, il y a une valise. Elle m'a intrigué, cette valise, la valise de Johan, donc, qui est libraire à Nantes. Et dans sa valise, il y a peu d'habits et il y a évidemment beaucoup de livres. Alors ça parle à tout le monde ici, c'est évident. Notamment L'Appel de la forêt de Jack London, qui a aussi un rôle important dans le livre. Vous allez nous en parler. Mais je me suis posé la question tout au long du livre, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette valise comme livre? Alors, il y Et avait j'étais Tchekhov persuadé que ça aussi. allait être révélé. Il y avait Tchekhov parce que à un moment donné, j'avais mis Tchekhov en plus dans le livre. Et puis, on s'est dit avec Marie que ça faisait un peu trop parce que ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Donc, oui, en fait, Johan, alors ça, moi, je suis comme ça aussi. Je pense que du coup, ceux qui sont là ce soir avec nous sont un peu comme ça aussi. Et je vois aussi que vous êtes comme ça, Anthony, parce que vous avez plein de livres derrière vous. On est entre Et, malades ici. Voilà, tout va bien. voilà, quand on aime les livres, on le sait en fait, et quand on est un peu solitaire, enfin, en tout cas là pour le coup, je parle vraiment pour moi, mais moi je ne peux pas voyager sans un livre parce que c'est comme si j'oubliais mon sac à main. C'est comme si j'oubliais, enfin, voilà, il faut toujours que j'ai un livre sur moi, ça me rassure et puis ça m'accompagne. Et je pense que c'était pour ça. Johan, il a plein de livres parce que euh, c'est pas possible. Enfin, surtout quand on voyage dans un pays étranger et qu'on ne sait pas ce qui nous attend et sur qui on va tomber, il faut être sûr qu'on puisse avoir des alliés, quoi. Et ces alliés, ce sont ses livres, ce sont ses amis, donc il a sa valise remplie de livres. Après, effectivement, sur les titres en particulier, en dehors de Jack London et Chekhov, j'en avais pas plus que ça en tête. C'était, Très bien, très bien. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de l'isolement de Johan à l'école, mais c'est vrai que il est aussi isolé de manière scolaire parce que son père est pêcheur, parce que il habitait sur un archipel à l'autre bout de la planète. Je ne savais pas qu'il y avait une discrimination ainsi par rapport à ça. Est-ce que c'est aussi des ressentis, des retours que vous avez eus sur cet non. isolement scolaire? Non, non, ça c'est moi qui l'ai inventé. C'est-à-dire que pour moi, moi je suis une banlieusarde, j'ai grandi à Cergy-Pontoise, donc je connais bien le phénomène de la banlieue et de la discrimination aussi qu'on peut ressentir quand on est différent en banlieue ou quand on grandit en banlieue. Et en fait, c'est plutôt ça que je voulais montrer, c'est que lui, enfin, je veux dire, il est fils de pêcheur à la morue, à Saint-Pierre-et-Miquelon, personne ne sait où c'est. On sait juste que c'est loin, c'est froid et personne n'a envie d'y aller. Et en fait, il se retrouve dans un milieu, dans un arrondissement du 19e, dans un collège du 19e arrondissement parisien, où en fait, autour, c'est des tours de béton et lui, il connaît pas ça. En fait, c'est pas son enfance, il n'a pas grandi là-dedans. Donc, il est différent et cette différence, elle va se matérialiser par ses origines plutôt que par finalement son physique. Mais ça aurait pu être sur son physique aussi, au fond. Euh, mais voilà. Mais après, non, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti sur l'île, pas du tout, en vrai. Euh, ni en métropole, je crois pas. C'est c'est vraiment moi qui ai inventé ça pour le coup. Très bien. Et je me suis posé la question également, puisque les éléments sont quand même très présents, on a l'impression qu'ils ont même une sorte de mémoire plus longue que celle des hommes, mais est-ce que vous vous êtes posé la question du regard de l'île? Est-ce que vous avez eu le sentiment étrange que l'île vous regardait écrire autant que vous la regardiez? Ah oui, complètement, c'est vrai. Oui, 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 oui. En fait, moi, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance au territoire. Et bon, après, là, on rentre dans des choses très intimes et en fait, qui sont quand même un peu complexes et puis même complexes à expliquer parce que en fait, c'est de l'ordre du ressenti. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que moi, je porte un émerveillement sur la nature en permanence. Je suis très, très attachée à la nature et plutôt à ce qu'elle peut éveiller en termes de poésie. Là, pour le coup, ça rejoint la poésie. Mais du coup, il y a un lien continu en fait entre le paysage, entre le territoire, entre son climat, et moi j'aime ça quand ça change. Et c'est pareil quand on vit au bord de la mer ou même en montagne. C'est-à-dire, on peut regarder le même paysage, mais tous les jours il sera différent parce qu'il y aura la brume, le nuage, la tempête, le vent, le soleil, la pluie. Enfin, toutes les météos viennent et les marées aussi qui jouent un rôle important viennent finalement faire changer ces tableaux. Ça joue sur, moi je trouve que ça joue sur les humeurs,
Et inversement, nos humeurs, je trouve, jouent un peu sur le paysage. Tout d'un coup, parce qu'on est de bonne humeur, même s'il pleut ou même s'il neige, on va se mettre à voir un truc magnifique qu'on n'aurait pas vu si on était de mauvaise humeur. Bon, c'est un peu ça finalement dans le livre que je mets aussi en scène. Très bien. Anne-Sophie, c'est à toi. Bonsoir. Alors moi, j'ai pas encore lu le livre, mais à vous entendre, en fait, je vois des paysages qui sont magnifiques, mais une vie qui est quand même très rude. Est-ce que les habitants s'en rendent compte et est-ce qu'ils ont lu votre livre et peut-être que ça leur aurait ouvert les yeux ou que ça leur donnerait une image un peu différente éventuellement de ce qu'ils ressentent? Alors après, j'ai accentué, bon déjà merci beaucoup pour votre question. Après, j'ai accentué certains éléments, peut-être aussi pour la fiction, notamment l'effet de l'hiver. Mais ce qui est sûr, c'est que le climat est rude, vraiment rude. Les habitants s'en rendent compte, ils le disent eux-mêmes. Ils ont Roger avait donc le seul habitant de l'île à avoir lu le livre, c'est Roger. Roger ne m'a fait aucune critique sur parce que je lui avais demandé, je lui ai dit écoute voilà c'est délicat pour moi, je sais que je ne suis pas de Lille, donc si jamais je suis maladroite, dis-le moi. Et je sais, et Roger avait un franc-parler, donc s'il y avait eu une maladresse à ce niveau-là, je pense qu'il l'aurait dit. Après, ils viennent juste de recevoir le livre. Ça fait 3 semaines que j'ai envoyé, vous voyez le temps que ça met pour arriver jusque là-bas. Donc, j'ai reçu un message hier de Patricia qui a aussi beaucoup contribué au livre et je tenais à lui envoyer du coup, qui me disait l'avoir reçu. Donc, elle va commencer à le lire. Je suis très, très, très impatiente d'avoir leur retour pour savoir justement ce qu'ils en pensent. Après, je crois qu'il y a quand même une forme de poésie qui se dégage de l'ensemble et qui donne envie d'y aller. Je parlais avec un ami journaliste hier qui a lu le livre et qui me dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me donne envie d'aller à Miquelon. Donc, je me dis que bon, c'est pas si rude que ça. Alors, il y a une question de Patricia sur la mer. Alors, on peut pas trop en dire non plus parce que ce serait, on a déjà dit beaucoup de choses ce soir, mais le rôle de la mer, il est en effet particulier. Il est souvent en contre-champ. Il est, il faut pas trop en dire. C'est difficile d'en parler, mais il n'y a pas de confrontation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de confrontation réelle. Voilà. Absolument, en fait, la mère est un peu effacée pour des raisons voulues, c'est-à-dire que la place de la femme, d'une certaine façon, dans le roman est effacée. Parce que d'abord c'est un métier de pêcheur et que l'île s'est construite autour de ce métier de pêcheur qui est dur, qui est un métier masculin. Ça ne veut pas dire que les femmes ne faisaient rien, au contraire, hein, elles sont très courageuses, mais elles ne sont pas dans ce métier de la pêche. J'ai voulu quand même donner une place à une femme dans le métier de la pêche, alors que historiquement ça se faisait pas, mais je l'ai assumé quand même d'un point de vue de l'écriture, justement pour montrer que les femmes étaient là. Et la mère de Johan est absente parce que, pour plein de raisons, à la fois il lui en veut un peu et en même temps, je voulais renforcer absolument le rapprochement avec le père. Et j'avais peur qu'en parlant de la mère, ça efface ce rapprochement père-fils, quoi. Et c'est bien joué. Mhm. Il y a une question d'Hélène sur le titre qui apparaît page 14. N'en pouvant plus, il s'évanouit dans l'écume d'hiver. Ouais. Alors, le titre, c'était toute une histoire. Et je tiens à raconter un peu cette histoire. Et merci d'avoir posé cette question parce que on était parti sur d'autres titres avec Marie. Tout cet été a été un peu dur, prise de tête sur le titre, comment on va l'appeler, parce que moi, j'étais pas convaincue sur le premier titre, ça devait être Héritier des mers, quelque chose comme ça. Et puis finalement, ça m'allait pas. Et je suis férue de poésie. J'adore lire de la poésie, l'écouter aussi. Et en fait, je suis passionnée par notamment des poétesses russes, dont par exemple Marina Tsvetaeva ou Anna Armatova, enfin, etc. Et puis cet été, donc je connais bien leur poésie, je connais leur histoire, etc. Et je savais qu'elles avaient en commun déjà Pasternak, qui est un autre poète russe.
Et puis, je lisais une bio sur Hikmet, ce poète turc cet été, qui parle de Pasternak. Et je me dis quand même, ça fait beaucoup de poètes qui parlent de Pasternak, et moi, je n'ai jamais vraiment lu Pasternak. Donc, j'ai acheté Pasternak, et je me suis mise à lire ses poèmes. Je savais qu'il avait écrit Docteur Givago, mais je ne connaissais pas sa poésie. Je lis un poème de Pasternak et je tombe sur Écume d'hiver. Et là, je fais, mais c'est tellement ça. Donc, ce sera Écume d'hiver qui sera, voilà, pour en l'honneur aussi de tous ces. Enfin, c'est vraiment là, c'est un clin d'œil un peu personnel aussi par rapport à cette poésie, ces poétesses et ces poètes de ce même, finalement, de ce même siècle qui se connaissaient tous et qui avaient en commun à la fois de se connaître, mais ce même homme, Pasternak, voilà. Ah bien, en effet, les liens sont ténus, pour le coup. Je pose toujours deux questions récurrentes aux auteurs et aux autrices qui passent ici. La première, c'est celle de de proposer un auteur méconnu ou une autrice méconnue que vous aimeriez remettre au goût du jour. Mm. Quelqu'un qui, évidemment, a laissé une trace dans votre vie aussi, peut-être. Donc, on a entendu Pasternak là aussi. Mais qui vous avez choisi, tout simplement? Est-ce que c'était Jack London ou pas? J'imagine que non, quand même. Mais Non, qui lui avez-vous choisi, viendra Anne après. Solange? Mais en fait, alors, j'en avais deux parce que je voulais rester, parce que j'ai énormément d'auteurs et d'autrices qui m'ont évidemment marqué, mais il y en a un en particulier sur ce livre qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Donc, qui s'appelle Dominic Cooper, qui est un écrivain écossais, qui a écrit un livre qui s'appelle Le cœur de l'hiver en 1975, qui a été depuis traduit. Alors, le titre original, c'est The Dead of Winter, donc ce qui est un peu différent de la traduction française. Mais il a été republié chez Métayer en 2022, traduit par Bernard Hoffner. Et en fait, j'ai adoré ce livre. Je l'avais lu une première fois il y a très longtemps. Et puis finalement, j'étais passée un peu à côté. Puis je suis partie en Écosse et je me suis dit, tiens, je vais prendre ce livre puisque ça parle de l'Écosse. Je vais le relire. Et en fait, j'ai adoré la deuxième lecture de ce livre. Donc, ça se passe évidemment dans l'ouest de la côte ouest écossaise, avec un pêcheur de homards. Voilà. Et puis alors, il y a une intrigue incroyable. Donc, c'est pas du tout la même histoire que Écume d'hiver, mais c'est une espèce de course-poursuite, un peu comme dans le livre que j'ai adoré aussi, L'archipel d'une autre vie euh, Oh, c'est pas possible, le nom m'échappe. Euh, Peut-être que vous l'aurez. Je vais le rechercher sur Internet. Pourtant, Andrei j'adore Makin. Merci. Donc, j'ai pas besoin de. Merci. Et j'adore cet écrivain et j'avais adoré ce livre, donc Archipel d'une autre vie, qui en fait, voilà. Et donc, sur le cœur de l'hiver, en fait, on a cette espèce de course-poursuite aussi, comme ça, dans une lande écossaise, avec un voisin jaloux qui cherche de façon très injuste finalement à faire du mal à ce pêcheur de homards. Donc, voilà. Ça, c'est l'auteur méconnu que j'avais envie de remettre au goût du jour pour ce roman. Et après, sinon, il y a Anne Kang, mais elle n'est pas du tout méconnue pour le coup, puisqu'elle a gagné le prix Nobel de littérature en 2024, mais qui a été une véritable source d'inspiration et qui continue de l'être d'ailleurs. Elle l'était auparavant, avant Oui, 2024 en tout cas. oui, tout à fait. La deuxième question, c'est celle de se transposer dans un personnage de fiction pendant 24 heures et est-ce que vous changeriez son destin? Qui avez-vous choisi, Anne Solange? Et là, je pense qu'on va parler de Jack London. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai beaucoup de mal sur cette question, mais en même temps, c'était très bien parce que au départ, j'étais partie sur un personnage féminin, puis je me suis dit, mais en fait, tiens, dans tous les personnages féminins que j'ai lus, il n'y en a pas un seul que j'ai vraiment envie d'être. Donc, du coup, je suis partie sur un personnage masculin. Et aussi un peu pour faire écho au roman, j'ai pris donc Martin Eden de Jack London, qui est sorti d'ailleurs en poche chez Libretto et qui est l'histoire de ce jeune aventurier marin qui finalement, donc c'est une histoire qui se déroule au 19e siècle aux États-Unis et qui va en fait, qui vient finalement des bas-fonds hein, et puis qui va être propulsé dans une société un peu bourgeoise finalement, dans laquelle il pourrait très bien s'épanouir s'il le souhaitait,
Mais finalement, c'est pas du tout ce qu'il souhaite. Je pense que c'est voilà, par intégrité, il choisit au contraire de vivre un peu sa vie. Il a absolument envie d'être écrivain. Il se bat pour essayer de l'être, pour gagner sa vie pour de sa plume. Évidemment, c'est un échec jusqu'au jour où ça finit par fonctionner, mais quand ça fonctionne, eh bien lui finalement se dit bah oui, mais ça ne résonne pas avec l'homme que je suis, avec l'intégrité, avec mon intégrité, mes valeurs. Et finalement, il ne se sent pas en harmonie avec cette société qui lui renvoie en permanence l'image de quelqu'un enfin en tout cas qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il voudrait qu'elle soit, quoi. Et ça me plaît beaucoup, ce livre. Oui. Eh bien, c'est le moment de nous lire un second extrait. Anne Solange, c'est à Parfait. vous. Alors, ça sera c'est le dernier chapitre c'est le dernier oui, chapitre de la partie 1. Et en fait, j'ai choisi déjà pour moi, c'est d'un point de vue tout à fait personnel, là je me confie à vous, mais pour moi c'est la plus belle scène c'est ma plus belle scène de mon point de vue dans le livre. Et en fait, c'est donc Johan est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun fait son deuil. Et c'est l'ultime deuil de Johan. Après, on passe à la deuxième partie et donc à finalement une autre façon de vivre. Alors, voilà des jours que j'erre dans la maison à la recherche du fantôme de mon père. Un soir, alors que je suis en train de lire, je suis tiré des pages par un bruit inhabituel. Cela ressemble au vent qui fait claquer une porte. Je regarde par la fenêtre du salon, dresse l'oreille pour tenter d'en comprendre l'origine. Dehors, un murmure discret caresse la grève et se diffuse dans les vallées. La flamme de la bougie posée sur la table émet un halo rond, rendu fébrile par les courants d'air qui dansent dans l'atmosphère. Je replonge dans la lecture, mais à peine ai-je lu 2 pages que le clac reprend. Je ne sais si c'est quelqu'un qui frappe au carreau ou si le vent me joue un mauvais tour, mais agacé, je me lève et viens coller mon visage à la vitre. La nuit est trop noire, le ciel trop chargé pour que je puisse distinguer quoi que ce soit. Soudain, une ombre passe devant mes yeux, une tache rapide qui se déplace plus vite qu'une bourrasque. Je fais un bond en arrière, puis plaque à nouveau mon visage contre le carreau. Aurais-je rêvé? Je ne vois rien. J'abandonne mon poste et me rassois sur ma chaise. Mais une chose étonnante m'empêche de reprendre mon livre. L'ombre de la bougie a grandi, elle a envahi la pièce et à présent elle glisse sur le mur. Elle se dirige vers la cage d'escalier et l'étage. Je la suis des yeux, puis je me lève et me laisse guider. La tache monte et s'arrête devant la chambre de mon père. D'instinct, j'ouvre la porte. La lumière pâle du salon se diffuse et donne vie aux meubles. Mon cœur s'agite. Je retiens mon souffle. Je sens une présence. J'ai l'impression étrange que quelqu'un va surgir de l'obscurité. La chimère disparaît dans la pièce. Je cède à l'envie de m'y aventurer à mon tour. Je longe le lit jusqu'à buter sur les chaussures de mon père, à côté de l'armoire. Je regarde ces souliers usés de vie qui ont gardé l'empreinte de la plante de pied, des orteils, qui ont été façonnés par la morphologie de l'homme qui les a habités toutes ces années. Des moules de son existence, de ses marches, de ses journées entre terre et mer. Je ne résiste pas à l'envie de les enfiler, ne serait-ce que pour sentir un peu de sa présence en moi, pour retrouver l'espace d'un instant un peu de mon père sous mes pieds. J'enlève mes chaussettes et glisse ma peau nue au contact du cuir lisse. Je ferme les yeux et laisse ma chair ressentir à la place de mon cœur. Mes orteils se fondent dans les creux qui leur sont réservés, la plante épouse le plat de la semelle et soudain je me sens lui. Il est là, devant moi. Je regarde. Le miroir de l'armoire renvoie le reflet opaque d'une silhouette élancée à la peau blanche. Je m'approche, palpe ma joue, touche mon front, mes lèvres pincées. Je jurerais être en train de caresser le visage de mon père. Un sourire se dessine. Je pose la paume sur le verre froid. Je voudrais sentir sa peau sous mes doigts. Mon cœur se serre, mes yeux se mouillent. Je fixe mon père prendre forme dans l'ombre de la glace. Pardonne-moi. Un souffle passe dans mon cou. La pièce plonge dans le noir. La bougie en bas s'est éteinte. Le reflet disparaît, la présence de mon père avec. J'ôte ses chaussures et m'assieds sur son lit. Le corps frissonnant, j'enfouis mon visage dans son oreiller. Merci, Anne Solange.
Il est des romans qui se referment comme on quitte un port, sans bruit, presque à regret, avec l'impression que quelque chose de nous demeure encore sur ce quai. Écume d'hiver appartient à ces livres qui ne cherchent pas à conclure, mais à prolonger en nous un mouvement de pensée. Au fil de cette rencontre, Anne Solange, nous avons parcouru une île, mais nous avons surtout exploré ce territoire plus secret où la mémoire rencontre les paysages. Car ce roman nous rappelle que les lieux ne sont jamais de simples coordonnées sur une carte, ils sont des réservoirs d'expériences, des archives silencieuses où se déposent les gestes, les absences, les histoires minuscules qui composent une vie. Sur l'île, les existences semblent modestes, presque effacées devant l'immensité de la mer et du ciel. Pourtant, c'est précisément dans cette modestie que le roman trouve sa puissance. Les gestes les plus simples deviennent porteurs d'une forme de gravité, réparer un filet, préparer une sortie en mer ou marcher longtemps dans la neige. Ces gestes disent quelque chose d'essentiel, la manière dont les hommes apprennent à vivre dans un monde qui ne leur appartient pas tout à fait. La mer ne joue pas le rôle d'un décor romantique, mais demeure une présence souveraine, capable de nourrir, de menacer, de garder aussi ce que les hommes perdent. La disparition du père reste, jusqu'au bout, comme une question suspendue, mais peut-être que la littérature n'a pas pour tâche d'apporter des réponses définitives. Peut-être que sa véritable force consiste à donner une forme sensible aux zones d'ombre qui traversent nos existences. Les marées se succèdent, les saisons reviennent, les maisons vieillissent et pourtant, quelque chose persiste dans le paysage comme une mémoire diffuse qui refuse de disparaître. C'est peut-être cela qu'Anne Solange Muys parvient à saisir avec tant de délicatesse, cette rencontre fragile entre la durée des territoires et la fugacité des vies humaines. Alors en quittant ce roman, il reste une image simple, presque primitive, une île battue par les vents, un homme face à la mer, et cette intuition très ancienne que les lieux, parfois, savent davantage de nous que nous ne savons d'eux. La littérature, dans ces moments-là, ne fait rien d'autre que rendre audible ce savoir discret. Merci infiniment Anne Solange Muys pour ce texte Écume d'hiver aux éditions Phébus qui vient de sortir la semaine dernière dans toutes les librairies. Et merci Marie-Eugène, l'éditrice comme toujours, qui déniche de nouvelles voies. Merci. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Anthony, c'est magnifique. Cette conclusion était superbe et merci à tout le monde d'avoir été là ce soir avec nous pour ce livre. Mhm. Merci beaucoup à tout le monde. Et Merci. merci Anthony, hein. Vraiment, tes textes, Mhm. c'est trop beau. Merci. Merci à toutes les deux. Très belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, très belle soirée. Bonne Au revoir. soirée.